ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et j'ai le plaisir de retrouver en face de moi un homme qui nous apprend à vivre, le temps avec beaucoup de poésie et de sagesse. Mathieu Yon, bonjour. Bonjour. Mathieu Yon, merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Vous êtes à la fois poète, philosophe, paysan. Vous êtes maraîcher dans la Drôme depuis une dizaine d'années, c'est à peu près ça ? C'est ça, 9 ans. 9 ans. Vous êtes en même temps l'auteur de 2 ouvrages. Le premier, Notre lien quotidien, qui avait fait l'objet d'un épisode de ZTO avec vous il y a exactement 1 an. Et le second qui vient de sortir, qui s'appelle justement Sortir de l'accélération. Alors il y a 1 an, nous avions découvert un jeune homme de 42 ans, pétri de poésie, de sagesse, de bon sens, de spiritualité. Vous nous aviez parlé de vos expériences spirituelles et même mystiques dans les ashrams en Inde, dans les déserts. Vous aviez parlé aussi de votre découverte de Jésus, justement en Inde. De votre amitié avec Antoine, un moine ermite. Avec Chandra Swami, une grande figure mystique en Inde qui est devenue votre maître spirituel et qui, je viens d'apprendre, est mort cette année. Tout à fait. Alors qu'on pouvait penser qu'il pouvait presque être éternel, Chandra Swami, la façon même dont vous parliez de lui. Exactement. Son mode de vie jusqu'à la fin est resté le même, c'est-à-dire méditation tous les jours, 7 jours sur 7, de manière complètement intemporelle. Alors l'année dernière, vous nous aviez beaucoup parlé de la spiritualité de la Terre, de la spiritualisation du travail, de l'importance du rapport avec le temps. Vous nous annonciez même le livre qui vient de sortir, qui pourrait aussi d'ailleurs s'intituler La poétique du temps. Complètement. C'est même le titre auquel j'avais pensé, figurez-vous. Vous l'aviez dit l'année dernière, c'est pour ça. Exactement. Voilà, parce qu'en fait, c'est pas fréquent, mais j'ai réécouté notre émission de l'année dernière et qui est très belle. Et en lisant maintenant ce livre, Sortir de l'accélération, j'ai effectivement vu toute une belle continuité. Et puis ce qui est même frappant, et on en a parlé juste avant de commencer l'émission, c'est qu'il y a 2 semaines, j'avais la joie de recevoir François Cassangena-Trevedi, qui est un paysan, un moine paysan qui nous parle du temps. Alors c'est drôle parce que on va parler à peu près des mêmes choses. Oui, je l'ai écouté effectivement et je trouvais qu'il y avait, je le connais très peu, voire pas du tout, donc j'ai quasiment pas lu ses ouvrages, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de familiarité dans sa manière de vivre et le rapport au temps et le rapport à la terre. Absolument, ouais. Absolument. Et donc, chez vous, Mathieu, il y a vraiment une belle originalité, c'est d'associer admirablement le langage, c'est votre parole, mais aussi votre écriture, et de le relier au temps. Justement, je me souviens que l'année dernière, vous disiez que le langage, c'est ce qui peut réparer le temps. Comment est-ce que le langage peut réparer le temps ? Eh bien là, on rentre au cœur du sujet, en fait. C'est-à-dire que il me semble que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est peut-être une crise du langage, en fait. C'est-à-dire que la crise écologique, ce qui se cache derrière, c'est une crise du langage. C'est-à-dire notre rapport au monde a été abîmé parce qu'on n'a plus les mots pour le dire, on n'a plus les mots pour le décrire dans sa complexité. Et les mots, bien souvent, servent à diviser, à séparer, à réduire le monde à des marchandises, à des objets, alors que... Et petit à petit, notre langage s'appauvrit. Je ne parle pas simplement que on a de moins en moins de vocabulaire. C'est pas une question nécessairement... que les jeunes ont perdu du vocabulaire ou savent plus parler comme il faut. Je pense qu'avec des mots très simples, on peut quand même décrire la complexité du monde. Mais je pense que effectivement, cette crise écologique, elle est du côté du langage, en fait. Et si on le voit pas, on va peut-être continuer à s'occuper des effets. C'est-à-dire, pourquoi pas, hein, j'ai rien contre passer d'une voiture diesel à une voiture électrique. Voilà, en soi, je ne suis ni pour ni contre, mais je pense que si on s'en tient à ça, on passera complètement à côté du sujet.
C'est étonnant parce que je viens d'y penser seulement en vous écoutant, parce que cette crise écologique que nous vivons, on va en parler évidemment dans cette émission, mais pas que, parce que c'est beaucoup plus large et beaucoup plus profond. Je dirais pas du tout que vous êtes un militant de l'écologie. On en parlera, Mathieu, si vous le voulez bien. Mais c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, on se retrouve, on est mercredi, exactement à la moitié du mois d'octobre, et il fait un temps de canicule dehors, il fait un temps très étonnant. On a des phénomènes climatiques assez inattendu. La semaine dernière, le même mercredi, il pleuvait des cordes comme j'avais jamais vu. Et là, aujourd'hui, il fait 24 degrés dehors. Donc effectivement, c'est aussi une crise du temps, mais du temps qu'il fait. C'est pas seulement le temps chronologique, mais c'est le temps au niveau météo. Tout à fait. Et ça rejoint un peu ce que j'ai cherché à faire sentir et à décrire plutôt qu'à expliquer, parce que j'ai plutôt une écriture qui décrit et fait sentir plutôt qu'elle n'explique. Mais c'est ce lien entre notre expérience du temps, donc temporelle, et la matière. Et donc, les éléments, l'eau, l'air, le feu, je sens que le monde et le temps sont complètement intriqués, comme on dit, sont complètement liés. Et que c'est pas un hasard si on parle du temps qu'il fait et de l'expérience du temps. Ça paraît trivial, mais je pense sincèrement qu'il y a un lien. Alors, je parlais de poésie. Il y a beaucoup de poésie dès le début de ce nouveau livre, puisque il commence par une expérience au bord du Tage. Pour ceux qui ont la chance de connaître Lisbonne, le Tage est extrêmement majestueux, c'est immense là-bas à Lisbonne, et vous dites que le Tage à Lisbonne vous fait le récit d'une temporalité. Oui, j'ai senti, ça m'arrive pas souvent une expérience comme celle-là, mais comme ça de me trouver au bout de l'Europe quelque part, dans ce pays qui est le Portugal, qui a été un grand pays explorateur, etc., mais qui maintenant est un petit peu en bordure de l'Europe, qui est un peu oublié, qui est moins dans la gloire et le faste qu'a pu l'être la France par la suite. Et ben j'ai trouvé une poésie incroyable. C'est pas un hasard si beaucoup de poètes sont portugais, enfin que j'aime, mais par ailleurs, je pense que les Portugais, c'est aussi une nation de poésie. Et Lisbonne est une ville magnifique, très poétique. Et donc, c'est la première fois où je faisais l'expérience d'une temporalité, mais comme si notre histoire, avec ses machines, ses fumées, s'intégrait dans cette expérience du temps, alors que parfois j'avais tendance à pas être en colère, mais à être assez remonté contre le progrès technologique qui nous entraîne parfois, je trouve, dans le mur. Et c'est comme si là, à Lisbonne, au bord du Tage, c'est peut-être une expérience de non-dualité, je ne sais pas, il y avait plus de séparation entre le progrès, les machines, le fleuve immense comme ça, qui charriait une histoire, mais qui charriait du temps, en fait. C'était très, très, très puissant. Vous dites justement de cette expérience à Lisbonne, le temps devenait quelque chose de vivant en regardant le Tage couler. Oui. Le temps devenait quelque chose de vivant et les gens qui étaient autour de moi, les sons, parce que les sons comptent beaucoup dans la spiritualité que je vis, comme si on était à ce moment-là tous pris dans ce fleuve, dans ce flot, ce qui est vrai tout le temps, je pense, mais c'est comme si là, j'en avais conscience et d'une manière pas simplement individuelle, voilà. J'avais l'impression tout d'un coup de le vivre avec les gens qui prenaient un verre en terrasse à côté, avec le fleuve qui coulait, avec la pierre sur laquelle j'étais assis. Il y avait une sorte de mariage comme ça entre la matière, les humains et le temps. Alors on est complètement entré en matière, et si vous voulez bien, pour parcourir ce livre, on va le parcourir rapidement, parce qu'il faut évidemment que les auditeurs se transforment en lecteurs. Je propose de suivre le fil rouge qui s'impose tout naturellement, celui du temps, parce que vous allez le décliner dans ce livre de mille manières, presque toujours poétique, pas toujours poétique, mais parfois inattendu. D'abord, et en relation avec le titre, vous parlez de notre rapport moderne au temps, vous dites qu'on est victime d'une triple accélération. C'est laquelle ? C'est l'accélération. Alors je le dis d'ailleurs, parce que cette idée d'une triple accélération, c'est le philosophe Hartmut Rosa, donc qui est un philosophe allemand, qui a théorisé cette question. C'est l'accélération technologique. Donc celle-là, bon, je pense que tout le monde voit de quoi il s'agit. La révolution numérique en est un exemple très très fort. L'accélération du rythme de vie, puisqu'en fait, toute transformation technologique va de fait accélérer nos modes de vie et nos rythmes de vie.
Et enfin, l'accélération, on va dire, ce qu'il appelle du changement social. C'est-à-dire pas être dans le même métier toute sa vie, pouvoir se déplacer, pouvoir changer de métier, pouvoir changer d'espace géographique. En soi, quand je dis ça, c'est pas... Et Hartmut Rosa, il porte pas un jugement moral en disant c'est bien, c'est mal. Il essaye simplement de décrire ce que ça génère, cette triple accélération, et d'être lucide sur là où ça nous emmène. Donc voilà, c'est pas en tout cas, j'essaie de ne pas porter un jugement de valeur, voilà, mais qu'on essaie d'être conscient et lucide de voilà où cette triple accélération nous emmène peu à peu, et ensuite, si possible, d'essayer de discerner là où on veut y aller, là où on veut pas y aller. Est-ce que c'est possible ou pas de changer de trajectoire de vie, voilà. Et ce que je propose, en tout cas, c'est là d'où ça part pour moi, en tout cas, c'est que ce changement de trajectoire, il passe par une expérience intime du temps, qu'on fait tous. Pour le coup, j'ai trouvé qu'en fait, là où parfois, parce que j'ai plutôt grandi, ou en tout cas dans un milieu spirituel, les ashrams avec Chandra Swami, et je trouvais parfois que l'expérience spirituelle, pour la nommer ainsi, n'était pas toujours très démocratique. C'est-à-dire, on parlait souvent d'éveil, et en soi, pourquoi pas, mais je trouvais qu'elle était souvent, je dirais pas réservée à une élite, mais en tout cas pas accessible à tous. Réservée à des élus. À des élus, voilà, merci, bah tiens, beau jeu de mots. Alors que l'expérience du temps, pour le coup, en fait, quel que soit notre niveau social, quel que soit notre niveau d'études, tout le monde y a accès. Et je trouvais que c'était une manière d'entrer dans la question spirituelle et poétique, mais de manière totalement démocratique. Alors, ce que vous dites, Mathieu, c'est qu'il faut, en fait, si on veut ralentir, ce qu'il faut, c'est inventer d'autres rapports au monde. Alors, vous citez très souvent dans le livre, c'est peut-être lui qui est le plus souvent cité, Bachelard. Tout à fait. Et vous dites que lui, et vous allez le suivre, ce qu'il propose, c'est de renouer les liens de l'âme et des éléments, les liens de l'espace et de la contemplation. Et c'est ça qui va permettre de réduire l'emprise de l'accélération généralisée. Exactement. Je le dis en début du livre, je dis voilà, ce que j'essaye de proposer, ça peut paraître dérisoire face à l'ampleur de la tâche, que ça soit face au changement climatique ou autre, mais je me dis, il faut peut-être commencer par le dérisoire. Voilà, ça me semble aussi assez humble et peut-être accessible, justement. Et Bachelard, effectivement, dans ses livres, explore les éléments, l'eau, la terre, le feu. Le plus connu, c'est la psychanalyse du feu. Et donc, j'ai essayé de m'inspirer de ce mouvement-là, alors en prenant des libertés, hein, c'est pas du tout un copier-coller de Gaston Bachelard, mais j'ai trouvé que plutôt que de faire de la philosophie, je voulais parler du temps à la manière des poètes. Voilà, et faire appel aux poètes pour parler du temps plutôt que de faire appel aux philosophes. Et c'est ce que fait Bachelard dans un livre qui s'appelle La poétique de l'espace. Il fait pas appel aux philosophes, mais il fait appel aux poètes de son époque dans ce livre. Et il aurait presque fallu appeler ce titre vraiment le livre La poétique du temps. C'était mon souhait, mais c'est un choix d'éditeur. L'éditeur, exactement, a souhaité que ça soit plus ouvert et facilement compréhensible et que la poétique du temps était une référence trop explicite à Bachelard et que les gens connaissaient pas. Et donc, comme les gens connaissaient pas, ils n'auraient pas fait la référence. Voilà, et donc j'ai accepté. Mais on verra si. Mais voilà, en tout cas, c'était mon souhait. En tout cas, vous le soulignez, Mathieu, vous dites on a tous couru après l'accélération, et c'est peut-être pour ça qu'il est très difficile de lâcher le progrès, de renoncer au progrès. Oui, je pense qu'il faut pas sous-estimer la difficulté. C'est pour ça que j'essaye d'être dans un langage, et pas un discours, mais dans un langage le plus possible non jugeant et non culpabilisant, parce que je mesure bien qu'on fait tous comme on peut, en fait, et qu'on a le droit d'avoir ces contradictions, et ça, je trouve que c'est parfaitement sain d'avoir ces contradictions. Mais mes contradictions ne doivent pas à signifier une forme de complaisance, quelque part. Non. C'est-à-dire de regarder ces contradictions et de les assumer ou de les changer. Mais voilà, je pense qu'il faut essayer de ne pas avoir un regard complaisant sur soi-même, tout en ayant, si possible, un regard plutôt tendre envers soi-même. Hein. Et donc, voilà, nous, on s'y est pris petit à petit, donc, avec mon épouse. Avec Julie. Voilà, avec Julie, pas à pas. Alors, je pense que j'en avais pas la dernière fois, mais aussi, on a eu 2-3
coup du sort, on va dire, notamment le décès de la mère de Julie du Covid, de manière assez brutale et tragique, qui nous a vraiment aussi, qui pour moi a été une expérience un peu de rupture où j'ai pris conscience de la nécessité de changer de trajectoire. C'était ce moment, alors je vais pas me réétendre là-dessus, mais non, surtout voilà. On invite les auditeurs à réécouter l'émission. Voilà. C'était ce moment où quand les personnes étaient décédées du Covid, on ne pouvait pas les enterrer. Et c'était au tout début, voilà. Donc ce moment-là a été une expérience assez traumatique. Et déjà même dans le cas de Julie, elle ne pouvait même pas accompagner sa mère mourante, alors qu'elle était dans une chambre juste à côté de l'hôpital et qu'elle est infirmière en plus. Exactement. Donc là, ça m'a fait prendre conscience ce moment-là de voilà où nous mène l'accélération. C'est-à-dire que l'accélération empêche de regarder la situation et d'y mettre de l'humanité. Dans l'accélération, on n'a pas le temps de regarder le paysage ou la personne qui traverse la route peut-être, ou que sais-je. D'ailleurs, petite anecdote toute simple, mais j'ai envie de la dire quand même. C'est pas comme ça avant, mais je sais pas si depuis le livre, depuis quelques semaines ou quelques mois, je prends énormément de plaisir quand je suis en voiture à laisser passer les piétons. Je sais pas pourquoi, du coup, je trouve que c'est un acte simple, facile, gratuit, et les gens, à chaque fois, ils voient que je fais exprès de ralentir, du coup, ils me font un sourire, ils me remercient, et je me dis, ça, c'est une manière simple de faire plaisir à l'autre, de recevoir un sourire, vraiment en perdant 10 secondes de vie, enfin 10 secondes, même pas de vie, 10 secondes de temps, et voilà, c'est très simple, mais c'est quelque chose comme ça. C'est drôle que vous dites ça parce qu'il y a un drame dans l'actualité. Alors, un podcast n'est pas un produit culturel d'actualité, mais dans l'actualité, hier à Paris, il y a une voiture qui a tué un cycliste. Enfin, quelqu'un qui a à bord de sa voiture, une voiture surpuissante. Il y a eu une altercation près de la place de la Madeleine et le jeune cycliste de 27 ans est mort. Je ne savais pas, dispute. Mais peut-être que cette question de sortir de l'accélération, effectivement, peut nous donner l'attention à des détails qu'on ne voyait pas avant, en fait, tout simplement. Parce que vous, dans le livre d'ailleurs, Mathieu, vous dites pas de complaisance, vous venez de le dire, parce que vous voyez quand même ce vrai risque de l'avancée de l'inhumain, du recul de l'humain. Oui. Tout à fait. C'est pas. On le constate d'ailleurs un peu tous. C'est pas. C'est-à-dire que je veux pas faire non plus un discours effondriste ou trop pessimiste parce que d'un autre point de vue, j'ai beaucoup d'espoir. Mais effectivement, il y a la technologie qui s'accélère et qu'on nous propose va aller vers. C'est pas un secret, vers de plus en plus d'automatisation de tout un tas de métiers et d'usage, et que cette automatisation fait que là où on avait des humains, on aura des machines ou des algorithmes. Et donc voilà, c'est une réalité très concrète. Alors une chose que vous dites, d'ailleurs on parle encore un petit peu du climat, mais on va peu en parler en fait pendant cette émission, c'est que vous dites que cette transformation du climat dont on vient de parler, en fait elle a quelque chose d'artificiel et d'humain. Et ça m'a frappé d'ailleurs que vous l'écriviez. Vous dites c'est comme si nous avions fabriqué ces changements climatiques. Voilà, alors là encore une fois, c'est que j'essaye de dire des impressions que j'éprouve en tant que paysan ou en tant qu'humain, mais aussi en tant que paysan dans mon champ. Et j'essaye de les décrire et de les dire de manière sensible et non pas excessivement théorique. Et effectivement, c'est ce mot un peu technique dont on entend parler qui s'appelle l'anthropocène. Nous serions entrés dans l'ère de l'anthropocène, c'est-à-dire l'humain comme force géologique, d'après ce que j'ai compris. Mais j'ai quand même bien eu cette sensation, et cette journée d'aujourd'hui est un peu comme celle-là. C'est-à-dire que finalement, ce changement climatique est comme un miroir. Voilà. À la fois, il y a une vraie altérité, c'est-à-dire une tempête, un ouragan, quelque chose qui nous échappe. C'est une réalité quand même, ça nous échappe. On ne peut pas dire qu'on le maîtrise. Mais en même temps, on l'a provoqué. C'est un peu une drôle d'impression comme ça entre quelque chose qui nous échappe littéralement, l'emballement du changement climatique, et en même temps quelque chose dont on est à l'origine, dont on est la cause en tant qu'espèce humaine. Et ça produit c'est cette sensation-là que j'ai essayé de décrire, qui est une drôle de sensation, un peu mélangée, un peu troublante, un peu pas follement agréable, je vous avoue, mais comme si il y avait plus rien d'extérieur, comme si même dehors, même dans la nature, on vivait encore sous cloche quelque part. Oui. On vivait encore dans un espace humanisé. Et ça me fait peur parfois parce que
du coup, cette altérité, moi, je vais la chercher dans la prière. Cette extériorité. Voilà, mais le fait qu'on ait transformé le climat en quelque chose d'humain m'est apparu et m'a fait un peu trembler, je vous avoue. Mais c'est très étonnant ce que vous dites, parce que justement, aujourd'hui, cette journée, elle est extrêmement agréable. Il fait 24 degrés dans les rues de Paris, il y a un soleil magnifique, des feuilles de toutes les couleurs dans les rues, et en même temps, c'est très étrange. Moi, je ressens cette étrangeté. Exactement. Tout à l'heure, en me promenant avec mon chien dans la forêt, juste à côté de chez moi. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que on n'est pas obligé d'aller dans des théories d'effondrement, etc. Le mental n'est pas obligé de s'emballer, etc. Mais par contre, ressentir, je trouve, ce sentiment d'étrangeté, voire, si on pousse un peu d'inquiétante étrangeté, comme disaient Maupassant et autres, voilà, ça, il faut accepter de le ressentir, et je pense que ça fait partie de la prise de conscience de ce qu'est le changement climatique. Alors, ce que vous proposez, Mathieu, c'est assez étonnant dans votre livre, en parlant d'écologie du temps. Vous dites qu'il faut que nous renoncions à l'extension de l'espace qui agrandit notre perception du monde, et vous proposez justement de passer à l'écologie du temps pour sortir de cette impasse. Voilà, alors c'est à la fois quelque chose de très simple, mais peut-être d'assez mystérieux, mais en même temps c'est quelque chose de très simple. En fait, Bachelard, il décrit effectivement que lui, la poésie, il le trouve dans des espaces souvent assez resserrés. Il était à la fin de sa vie professeur à la Sorbonne, donc je pense qu'il avait un salaire correct, mais il décrit souvent dans ses livres un espace, un appartement assez exigu, avec beaucoup de livres, une bougie allumée, enfin, peut-être qu'il surjoue, mais en tout cas, il décrit que son environnement est finalement assez resserré, et dans cet espace un peu resserré, c'est là que jaillit la poésie. Et donc, voilà, je pars de cette idée, de cet espace qui ne désire pas s'étendre, dont parle Bachelard, mais moi, je me suis souvenu aussi de toutes mes expériences spirituelles et des expériences tout simplement de retraite. Quand on parle de retraite spirituelle, c'est bien une question d'un retrait. D'un retrait de quoi? Du monde. De quel monde? Pour moi, d'un monde géographique, géométrique. Bien souvent, les retraites ont lieu, même si on peut les faire à l'autre bout du monde, comme ça a été mon cas. On va à l'autre bout du monde pour se retrouver dans un endroit, une petite pièce, une grotte, une salle de méditation. Même si on médite au sommet de l'Himalaya, souvent c'est dans une grotte ou dans une petite hutte. Ce que je veux dire par là, c'est que l'expérience spirituelle, l'accès à l'infini se fait par un retrait de l'espace. Voilà, c'est un peu ce paradoxe que j'ai voulu pointer, que connaissent à mon avis toutes les traditions spirituelles depuis bien longtemps, mais j'ai voulu le remettre au goût du jour en fait. Dans un langage laïque peut-être, je ne sais pas, mais j'ai voulu rappeler cette vérité éternelle quelque part de l'infini ne se trouve pas dans la colonisation de Mars par exemple. Ça c'est un leurre technologique, mais ce n'est pas en étendant de plus en plus notre emprise sur l'espace qu'on arrivera à toucher l'infini. Alors, vous parlez de réduire l'espace, il y a aussi une question de changer notre rapport dans cet espace, et c'est là où votre vie de paysan, et ça me fait plaisir d'employer le mot paysan, on l'avait d'ailleurs dit, on en avait parlé l'an dernier, mais ça me fait d'autant plus plaisir après en avoir parlé avec François Cassin-Génat-Trévedi, qui revendique lui aussi sa paysanneté, je ne sais pas si on peut dire ce terme. Vous exercez le métier de paysan, Mathieu, et vous dites que c'est une manière de réparer le monde, en évitant deux écueils, un retour en arrière et une fuite en avant. Tout à fait. Donc ça fait 9 ans que je suis maraîcher sur 1 hectare de terre, donc 10 000 m². Donc il y a bien une surface de terre, mais voilà, elle ne s'étend pas a priori. Et vous le dites d'ailleurs que vous n'avez pas du tout envie qu'elle s'étende. Non, voilà, j'essaye plutôt d'améliorer ma technique, je parle pas technologie, mais vraiment d'améliorer mon savoir-faire, en fait, tout simplement, ma connaissance des plantes, du sol, des cycles, pour être de plus en plus précis et efficace d'une certaine manière, mais que cette efficacité me libère de la charge de travail. Pas pour la faire disparaître, pour la rendre durable et que j'espère que dans 10 ans ou 20 ans, j'exercerai encore ce métier. Pour moi, c'est une manière de rendre ce métier vivable et pas simplement une croix trop lourde à porter pour moi. Donc effectivement, j'ai besoin de cet enracinement, de ce métier de paysan qui me fait vivre chichement, mais qui me fait vivre quand même. Parce que
le contact avec la terre me donne à penser et quand je pense, de revenir au chant, ça permet aussi aux pensées de se décanter et de se redéposer et de les filtrer quelque part. Et cet aller-retour, ce va-et-vient entre la réflexion et le travail de la terre, je l'espère, en tout cas, c'est ce que je vis intimement, mais j'espère que le lecteur pourra le sentir, fait jaillir des pensées un peu étonnantes ou inattendues ou fait jaillir un pas de côté par rapport à l'accélération du monde justement et c'est ça que j'essaye d'amener dans ce livre. Cette accélération du monde, est-ce qu'on la ressent autant quand on est dans la Drôme que lorsqu'on vient à Paris par exemple? C'est une bonne question. J'ai envie de dire paradoxalement, on peut la ressentir tout autant à la campagne, parce qu'on est un peu à sa limite, un peu en extérieur, donc on peut le regarder. Parfois, quand on est dedans, par exemple, peut-être à Paris, mais tout dépend du mode de vie qu'on a, mais quand on est à Paris avec une vie active très, très dense, on s'en rend pas toujours compte quand on est pris à l'intérieur. Pour voir quelque chose, il faut faire un pas de côté, il faut prendre un tout petit peu de recul. Donc, le fait d'être à la campagne, j'ai l'impression, fait regarder cette accélération et fait prendre conscience aussi qu'on en est sorti. Quand je suis à Diolfi, par exemple, je sais pas, je vais par exemple faire Diolfi, c'est le nom de Diolfi, c'est là où j'habite. Le très joli nom de effectivement dans la Drôme, là où vous habitez. Un grand village ou une petite ville, voilà, enfin en tout cas un endroit de 3000 habitants, mais qui est un peu excentré. Et quand je vais faire pour mon fils ou que sais-je acheter des chaussures de foot à Montélimar, dans la zone commerciale de Montélimar, je mesure effectivement que le monde n'a pas vraiment ralenti quand j'y vais un samedi après-midi. Mais c'est pas grave, je pense qu'il faut pas se couper non plus de cette réalité-là aussi. Et je trouve ça important de reprendre contact avec cette réalité-là de temps en temps. Voilà. Cette réalité des zones commerciales et des terres complètement bétonnées, ça vous en parlez. Alors qu'en fait, et c'est ça qui est très beau en vous lisant et en vous écoutant, Mathieu, c'est de découvrir cet amour de la terre, cette redécouverte de la terre, dont vous dites elle n'est pas un support. Avant tout, c'est un lien, c'est même une relation. Tout à fait. C'est ça que c'est ça qui donne du sens à mon métier, en fait. Et c'était un peu l'intention du livre précédent et peut-être aussi un peu de celui-là. C'est de redire que le métier de paysan peut être une poétique du temps, justement. Et c'est pas forcément de l'intellectualisme en disant ça. Je pense que c'est ce que vivent énormément de paysans, les petits paysans comme moi et les plus gros d'ailleurs, mais qu'en fait, qu'on n'en a pas forcément conscience et voire même que le système agro-industriel nous invite à ne pas trop se pencher sur cette question, à ne pas trop regarder ce qu'on fait, alors qu'en fait, je suis convaincu que même le céréalier qui travaille sur 100 hectares, s'il continue ce métier-là, bien sûr, il a envie peut-être d'avoir un beau tracteur, d'avoir un bon rendement, etc. Mais quelque part, il sent bien qu'il continue une histoire ancienne et il prolonge cette histoire ancienne, peut-être de son père, de son grand-père ou de sa mère, et qu'il la prolonge dans le temps. Et c'est ça qui le tient. C'est pas seulement les quintaux de blé, même si ça compte. Mais ça, personne n'en parle. Personne ne le valorise, personne ne le met en avant, comme si c'était devenu caduc. Ma femme est infirmière. Il y a une loi qui s'appelle la T2A qui facture. Enfin voilà, les actes sont quelque part dans son établissement. L'ARS finance à l'acte. Mais ce qui fait le sens de son métier, je trouve que la comparaison est bonne en fait. Ce qui fait le sens de ton métier, c'est pas les piqûres, c'est la relation qu'elle tisse avec le patient. C'est les petits gestes. Mais ceux-là, ils sont pas du tout pris en compte dans les comptabilités. Ils sont pas rémunérés. C'est pas ça qui rémunère, c'est les piqûres ou les gestes techniques. Et je trouve que la comparaison avec l'agriculteur est assez bonne. Ce qui nous rémunère, c'est les quintaux. Mais ce qui nous donne du sens et qui fait vivre notre métier, c'est le lien avec la terre. Alors ce lien, il est magnifique. On parle d'une poétique du temps, mais c'est une poétique avec la terre, avec la nature. Vous dites que maintenant vous avez fait le choix de rester l'été. Peut-être que la famille va aller en vacances. Et donc là, vous avez des petits moments de spleen. J'ai beaucoup aimé ce passage. Vous vous retrouvez tout seul chez vous. Et là, pour le coup, vous avez un sentiment de solitude. Vous allez parler aux plantes. Et là, vous sentez une consolation. Vous sentez une relation qui naît. On parlait de la relation. Oui, c'est-à-dire que ça m'est arrivé à nouveau cet été, où ma femme et mes enfants sont à nouveau partis en vacances sans moi. Et je voulais pas, de toute façon je pouvais pas, c'est-à-dire que je voulais pas effacer cette douleur un petit peu quelque part, et cette lassitude, je voulais un peu la dire pour pas faire croire que
ce métier était fait uniquement d'amour et d'eau fraîche. Donc voilà, je parle un peu de cette effectivement douce mélancolie des gens qui partent en vacances et du paysan qui reste. Et voilà, il se passe quelque chose d'un peu triste, mais qui, effectivement, du coup, la consolation vient de la terre. Il y a des joies, vous parlez aussi des paysans, des personnes âgées qui vous bouleversent. Oui. Vous dites qu'ils inventent des paysages. Oui, j'ai fait Lesquels ? effectivement cette comparaison un peu osée entre des paysages agricoles et des visages des personnes âgées. Mais je veux dire par là qu'il y a du relief dans ces visages et dans ces paysages. Il y a des épaisseurs, il y a des rides, des sillons, des traces. Ah, j'entends François Cassin-Génat-Trèvedi et je le relis quand il parlait des paumes des mains qui sont pour lui d'ailleurs comme des crèches. Et vous dites la même chose. Hein. Vous parlez, vous dites il suffit de regarder leurs mains, leurs visages aux personnes âgées comme aux paysans pour voir une beauté à couper le souffle. Tout à fait. Et c'est cette beauté involontaire de ces personnes-là. C'est une beauté qui, comme dirait Christian Bobin, qui n'est pas de l'ordre de la séduction. Voilà. C'est ça peut-être la grande différence avec la beauté du monde, c'est que ces beautés-là, des personnes âgées ou des paysans, c'est une beauté en dehors de toute séduction. Et c'est troublant et effectivement, et moi ça me bouleverse de voir ces paysages et ces visages. Et alors, il y a aussi donc le paysage de la terre où vous êtes et puis les nuits où vous dites que vous contemplez votre champ qui donne sur la Voie lactée. Là, vous étendez l'espace pour le coup. C'est la grande consolation, celle-là. Donc là, il y a la consolation de la terre et puis il y a la consolation du ciel. Et effectivement, l'été, quand ça peut m'arriver parfois, mais par nécessité, mais aussi parce que je trouve ça beau, où je travaille à la tombée de la nuit, à repiquer des choux ou autre. Et où le ciel s'assombrit et les étoiles commencent à apparaître. À ce moment-là, il y a une sorte de magie. Les anges tombent du ciel, je ne sais pas. Tiens, on parle à nouveau des anges. Ils apparaissent dans ce entre chien et loup, je dirais, ils apparaissent. Et à ce moment-là, moi, je suis plus qu'une présence discrète dans cette magie qui est en train de s'éveiller. On associe souvent les anges aux étoiles. Et alors, vous dites que vous retrouvez l'usage d'outils poétiques très simples qui sont capables de clôturer l'espace et de jardiner le temps. Oui, là, c'était cette idée de donner quand même de me donner et de donner peut-être au lecteur des pistes ou des outils peut-être manuels, en tout cas très simples, parce que c'est pas facile de résister à l'extension de l'espace. Encore une fois, rien ne nous incite dans le monde dans lequel on vit à résister, alors je dirais pas à la tentation de l'espace, mais quasiment. Il faudrait appeler ça la dernière tentation de l'espace, pour paraphraser le film de Scorsese sur la dernière tentation du Christ. Et c'est pas si simple en fait. Donc il faut quand même se construire des jardins, des outils qui nous permettent de cultiver un jardin intérieur, voilà. Jardiner le temps. Ouais, jardiner le temps et jardiner sa vie intérieure, parce que si on n'invente pas des sortes d'outils ou des rituels, pour le dire autrement, je pense c'est trop difficile en fait. Je faisais exprès de reprendre cette citation jardiner le temps, parce qu'en fait le temps, en quelque sorte, vous l'assaisonnez à tout, il passe à toutes les sauces dans votre livre. Il est extrêmement vivant. Vous parlez des noms du temps et vous dites que si nous tendions l'oreille, nous pourrions entendre les rythmes de la terre et la féerie des noms qui peuplent le temps. Voilà. Là, ça, c'est le dernière partie du livre, c'est sur chapitre sur le temps. Donc c'est là où je propose un peu plus quelques, je dirais pas des théories du temps, mais des différentes perceptions de ce qu'est l'expérience du temps. Et effectivement, ça peut emmener jusqu'à un endroit qui est de toucher une forme de frontière entre la vie et la mort, quelque part. C'est un endroit où j'essaie de parler un peu en tâtonnant, parce que c'est un endroit un peu mystérieux. Est-ce que c'est en lien avec l'an dernier, je me souviens, on avait parlé, Mathieu, de vos expériences spirituelles, je dirais même d'expériences mystiques, de contemplation. Vous êtes allé aussi méditer dans le désert, où là, justement, la notion du temps disparaît complètement. Effectivement, ces expériences-là que j'avais faites en Inde, effectivement, c'était plus effectivement comme une forme de dissolution.
de soi qui faisait perdre la notion du temps. Mais c'est intéressant que vous me rappeliez ça parce qu'effectivement, la différence que je sens très fort dans cette expérience du temps dont je parle là, c'est que le corps est présent. Alors que dans l'expérience que je faisais en Inde, le corps finissait comme s'il s'évanouissait, comme si le corps était une illusion et qu'il pouvait se fondre dans l'infini, mais quelque part, je disparaissais. C'était extrêmement fort, mais ensuite, je revenais dans mon corps et avec toute ma psyché, mes difficultés, mes galères, mes contradictions. Et je voyais pas toujours le lien entre ces expériences très mystiques et le concret de ma vie. C'était pas assez incarné. Non. Alors que là, effectivement, je n'en avais pas tout à fait conscience, mais c'est que cette expérience du temps, elle intègre pleinement la question du corps. Enfin, le corps, en fait. Et c'est le corps qui fait l'expérience du temps. Mais c'est le corps qui se situe quelque part à cet endroit un peu magique entre de la vie et de la mort, de la limite et de l'infini. Enfin, se situer sur le seuil à cet endroit-là. Voilà. Vous parlez même du temps qui se prolonge. Il se prolonge vers la résurrection de la Terre. Vous parlez de vos grands-parents, Thérèse et Georges. C'est toujours important de dire même leur prénom. Tout à fait. Vous pensez à votre enfance et vous dites « J'entends un bruit déchirant, celui d'une résurrection de la Terre. » Là, c'était pas une partie à part entière, parce que c'était pas un élément comme j'ai pu le faire sur la terre, l'eau et le feu, mais la question du son, je ne sais pas pourquoi, est centrale dans ma vie de prière. Le son qu'on entend quand on est recueilli dans la prière devient très très particulier. Mais pour le coup, ça peut être aussi bien le son d'un oiseau que le son d'une voiture qui traverse dans la rue. Il n'y a pas de jugement moral, de jugement de valeur sur le type de son produit. Mais entendre un son, une voiture qui passe, un chant d'oiseau, une feuille qui tombe, peut-être même le bruit d'un frigo, je ne sais pas. Dans cette vie de prière, il y a quelque chose qui se produit. Peut-être que c'est quelque chose tout d'un coup de la reconnaissance du dedans et du dehors. Peut-être ça fait sentir que nous ne sommes pas étrangers au monde quelque part et que nous en faisons partie, que nous y sommes inclus, que nous en sommes des éléments un peu chaotiques parfois, mais des éléments quand même. C'est beau. Vous dites cette terre qui me nourrit me lie, elle cache un vertige. On en a un peu parlé à l'instant de ce vertige. Cette vie a parfois un avant-goût d'éternité, et on l'a un petit peu dit en parlant de la résurrection. Et il y a une citation de Kafka, alors qui est absolument extraordinaire, que vous citez: l'éternité n'est pas l'arrêt de la temporalité. Écoutez, c'est marrant que vous me parlez de Kafka, parce que j'ai emmené un livre de Kafka, et en fait... Lequel ? C'est ses cahiers. D'accord. Et vraiment... ces journaux, ces cahiers. Ce qui est drôle, c'est que cette citation que vous citez, je l'ai rajoutée in extremis. C'est-à-dire, j'avais fini d'écrire le manuscrit et j'ai découvert Kafka au sens propre, c'est-à-dire, je ne l'avais jamais lu avant, après avoir écrit ce livre. Mais en lisant Kafka, j'ai été assez bouleversé par ce que je lisais et j'ai du coup rajouté auprès de l'éditrice au dernier moment cette citation de Kafka. Heureusement. Voilà, donc je trouve ça... et depuis que j'ai fini d'écrire ce livre, c'est étonnant de lire ça chez Kafka d'ailleurs. En fait, Kafka, contrairement à parce qu'après j'ai lu plus ses romans, La Métamorphose et autres, mais en fait j'y ai trouvé, parce que la pensée juive c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, j'y ai trouvé la quintessence de la pensée juive en fait chez Kafka. Et je vais vous, en fait, Kafka c'est le prince ou le roi de l'inversion et de la subversion, de la métamorphose du temps et de la métamorphose des mots. En fait, à travers l'histoire de l'homme qui se réveille un matin en cafard, qu'est-ce qui se passe là-dedans, en fait ? C'est que le réel, tout d'un coup, se renverse. Et il y a ce passage de Kafka, un petit paragraphe, qui, pour moi, parle de cette question, cette porosité entre le dedans et le dehors, le son. Donc là, il faut se laisser aller, mais vous pourrez le réécouter. Tout homme porte en lui une chambre. On peut même le vérifier en écoutant. Quand quelqu'un marche vite et que l'on tend l'oreille, la nuit par exemple, lorsque tout est tranquille, on peut entendre le petit bruit d'un miroir mal fixé au mur ou celui d'un chapeau de lampe.
C'est-à-dire que Kafka nous emmène à un endroit où tout d'un coup, ce piéton qui passe dans la rue, il porte en lui une chambre, un monde. Et que Kafka nous dit que si on tend l'oreille, on peut entendre dans sa chambre qui tremble, un miroir fixé au mur qui tremble, un abat-jour, peut-être un craquement de plancher. C'est en quelques phrases comme ça, tout est dit, je trouve. C'est Kafka. Tout est dit. Alors là, il est difficile de continuer l'émission après un passage comme celui-là. On va essayer, Mathieu. Merci, en tout cas. Je connaissais pas du tout cet aspect-là et c'est absolument magnifique. Ça donne aussi un peu le vertige, d'ailleurs. Tout à fait. Je pense que Kafka devait avoir souvent le vertige. Alors on va revenir plus près de votre expérience de paysan. Ça me fait plaisir de dire de paysan sans que ça ait l'air péjoratif. Ça l'était tellement d'ailleurs pendant si longtemps de dire de quelqu'un qu'il était paysan. Mais maintenant, je pense que ça reprend toute sa noblesse. Tout à fait. Ça reprend, oui, ça reprend depuis une vingtaine d'années, je dirais. C'est redevenu acceptable, tout à fait. Qui est-ce qui a été l'initiateur de cette réhabilitation ? Ce que j'ai entendu dire, c'est que maintenant, quel que soit le courant, on va dire, syndical auquel on appartient, le mot paysan est employé par un peu tout le monde. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que c'est José Bové, qui à la fin des années 90 avait réhabilité ce terme. Et qu'avant lui, ce terme était trop associé à je vais le dire carrément, après apparemment, à la question du régime de Vichy. Vraiment, c'était un peu le monde conservateur, un peu réactionnaire. Le mot paysan était très jugé péjorativement par certaines personnes, on va dire. Et que, à tort ou à raison, là, je me positionne pas. Et que José Bové, quelque part, l'a rendu populaire et fait que maintenant, des gens de la Confédération paysanne l'emploient, mais du coup, plein de gens l'emploient. Moi, voilà. Apparemment, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est à partir de ce moment-là. Donc, en revenant à votre vie de paysan et en même temps de chrétien, Mathieu, puisque vous le révéliez l'année dernière, cette découverte du Christ en Inde, vous dites que des paroles du Christ, celle qui est vraiment la vôtre, c'est celle-ci: le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. C'est bon pour un paysan, mais pas que. Ben, j'ai trouvé ça très beau, cette parabole, parce que c'est-à-dire que le trésor, il est là, mais on ne le sait pas déjà. Donc déjà, il est présent, mais on ne le sait pas. Il faut un effort, un travail, en l'occurrence le travail du paysan, pour le découvrir. Donc il y a quand même un effort à faire, un travail. Mais une fois que le paysan il découvre ce trésor, on pourrait se dire, il va le mettre dans un musée, il va l'emmener dans une église, il va le mettre à un endroit où tout le monde puisse le voir, mais non. Il le remet dans le champ. Il le remet dans le champ à l'endroit où il l'avait trouvé, dans son champ. Et j'ai trouvé ça assez mystérieux. Et finalement, j'ai pas souvent vu des interprétations, des commentaires qui se penchaient vraiment sur ce que ça signifiait de remettre le royaume des cieux là où on l'avait trouvé, c'est-à-dire dans le champ. C'est-à-dire qu'en fait, le royaume des cieux n'a pas d'utilité. On ne peut pas l'utiliser pour certaines fins. Ce n'est jamais un moyen. Vous savez, cette fameuse expression, la fin justifie les moyens. Le royaume des cieux est une fin en soi. Ce n'est pas un moyen d'obtenir ou d'accéder à quelque chose. Et donc, voilà. Effectivement, ce royaume des cieux, ce champ, il est très habité, il est peuplé, et vous nous en faites contempler tous les éléments. On en a un petit peu parlé. L'eau de la rivière jusqu'à la mer, le feu, la flamme et le foyer. Même ce qu'il y a dans le sol, et même jusqu'aux énergies fossiles dont vous parlez. L'eau d'abord, on en a un petit peu parlé, mais c'est très beau ce que vous écrivez sur votre rapport à la rivière qui coule en bas de chez vous, en disant: j'imagine parfois que la rivière me parle, que ses lèvres humides prononcent des signes, que mon travail paysan consiste à apprendre la langue de l'eau. Oui, je voulais... C'était pas conscient de ma part, mais animiser... la question religieuse ou paganiser la question religieuse, sans que ce soit très conscient de ma part, mais je pense que le renouvellement, peut-être de la foi chrétienne notamment, j'ai l'impression passera par la redécouverte aussi des éléments du monde et de la nature, parce que c'est le cantique de saint François d'Assise aussi. Hein. Tant mieux. C'est-à-dire que le monde a ils ont l'oiseau qui passe, la rivière qui passe en bas du champ, elle a des choses à nous raconter, à nous dire. Et
j'irais peut-être pas jusqu'à lui prêter des intentions, mais en tout cas, elle a des choses à me dire. Vous pourriez lui en prêter alors des intentions. En tout cas, je pourrais. C'est ce que, à un moment donné, je suis allé jusque-là. J'ai parfois pu me laisser penser ou en tout cas lui demander est-ce qu'elle pensait à moi. Voilà. Je vais jusque-là, voilà, sans avoir la réponse, bien sûr. Mais... J'avais pas tort tout à l'heure en vous présentant le premier mot, j'ai dit poète. Ben oui, c'est-à-dire, je trouverais ça beau de remettre la poésie au cœur de l'existence. Vous le faites bien d'ailleurs dans le livre, hein, on en reparlera. Oui, ça c'est aussi quelque chose que j'ai perçu, c'est-à-dire on en revient, au début, sur la crise du langage, c'est-à-dire qu'on est submergé de mots et d'informations. Donc on peut dire que c'est du langage. On est submergé de mots, d'informations, de toutes parts. Mais on ne sait pas quoi en faire. Parce que quelque part, ce langage-là ne nous parle pas. Et un langage qui ne nous parle pas, on n'en a pas vraiment usage, on ne sait pas quoi en faire en fait. Et voilà, et je trouve que la poésie, c'est un langage qui nous tombe dans la main. Et qui nous permet de contempler et d'aimer, en tout cas avec vous, parce que on parlait de l'eau, vous parlez de l'eau sous toutes ses formes. Vous parlez aussi des goûts de l'eau. Vous dites c'est étonnant, mais l'eau n'a jamais le même goût selon qu'on la boit avec dans les paumes de la main ou dans un verre ou dans tel ou tel robinet de la maison. Ouais. C'est étonnant. Vous parlez de la fragilité de la neige. Vous parlez du ciel dans les flaques d'eau. Et des nuages qui passent. Bon, on n'a pas le temps parce que je fais des émissions trop longues. On va essayer de faire un peu plus court. On va essayer. Vous dites quand même sur la rivière, j'honore la rivière, je tisse un lien avec elle. Le lien est très important. Oui. Je crois que, en fait, finalement, contrairement à ce qu'on pense, le monde tient. C'est-à-dire, il n'est pas en train de s'effondrer. Il est là, il est présent. Je dirais que c'est nous qui n'y sommes pas. C'est nous qui sommes absents. Mais le monde est là. Hein. D'un certain point de vue, il nous attend, en fait. Quand je dis le monde, je dis pas... c'est plus large que la société. Voilà, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus vaste. Mais je pense qu'on l'aura compris. Et peut-être que j'avais un besoin excessif d'être rassuré, mais en tout cas, ce lien à la terre, à la rivière qui coule en bas... vient, je dirais, guérir certaines angoisses, voilà, existentielles. Alors vous parlez du temps, vous parlez, Mathieu, de la profondeur du temps, notamment dans la mer. J'ai dit on décline le temps vraiment dans toutes les... Il a énormément de facettes, ce temps avec vous. Le temps dans la mer, vous faites l'expérience de la profondeur du temps, notamment lorsque vous plongez. Et puis tout d'un coup, quand vous êtes un peu au fond, vous regardez... regardez ce qui se passe au-dessus. C'est ça, c'est que j'essaie de faire une sorte de, pour reprendre Bachelard, une sorte de psychanalyse du temps. Et je me suis souvenu que j'adorais, en fait, en vacances, en camping sauvage avec mes parents, prendre un masque, un tuba, autour de 10 ans, entre mes 8 et 12 ans, on va dire, et plonger au fond de l'eau, en soufflant là dans mon nez pour dépressuriser les oreilles, là. Et je suis pas mauvais en apnée. Ça, c'est drôle. Je sais pas si c'est lié à la méditation, mais... Vous tenez combien de temps ? L'autre fois, dans la piscine d'un copain, et c'était il y a 2 ou 3 ans, donc c'était chronométré, j'ai encore du mal à y croire, j'avais fait 4 minutes 45. Ah oui. Et j'en ai parlé à quelqu'un après qui faisait de l'apnée en compétition. Il m'a dit, là, en fait, c'est un score qu'on fait jamais seul, en fait, qui se fait pas hors contrôle. Donc c'est presque dangereux. En tout cas, voilà, mais cette capacité à se détendre, peut-être à ralentir son rythme cardiaque, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai moi-même été surpris. Pourtant, je pratique pas souvent, hein, mais du coup, j'ai fait 4 minutes 45 en m'entraînant 2-3 fois. Hein, donc, peut-être que c'est peut-être en lien avec votre expérience de méditation. On parlait l'année dernière des états modifiés de conscience. Peut-être que ça joue. Je pense qu'aussi. En tout cas, vu le peu d'exercices que je fais dans ce domaine-là, j'imagine que je pourrais avoir des facultés d'apnéiste. Mais parce que ça rejoint effectivement cette expérience du temps. Et au fond de l'eau, comme ça, alors pas en apnée là, mais juste quelques secondes en tant qu'enfant, pour le coup, il y a un endroit, effectivement, à quelques mètres de profondeur où la masse de l'eau maintient le corps au fond. Et il n'y a plus à faire d'efforts, en fait, pour rester au fond. Sinon, en fait, l'air de nos poumons nous remonte à la surface. Et donc,
j'imagine peut-être c'est 7 mètres, je ne sais pas, j'ai jamais su où j'étais descendu. Mais cette sensation, en tout cas, m'a fait une impression très forte, en fait, de rentrer dans une autre, voilà, parce qu'on n'a pas parlé de ce sujet-là, dans une autre pesanteur. Parce que c'est ce que j'essaye de faire sentir aussi, c'est que l'expérience du temps est liée à l'expérience de la gravité et de la pesanteur. Et les deux sont liés, en fait. C'est peut-être ça la différence avec cette expérience que j'ai faite en Inde, où le corps était absent, mais du coup, le poids et la gravité étaient absentes. Incroyable. Je le pense en vous le disant, j'avais pas fait attention. Alors que l'expérience du temps, elle inclut la gravité au sens, je transverse, je lâche, il tombe, hein, vraiment au sens le plus physique du terme. Et il y a un poids du temps, du coup, qui apparaît. Grâce au corps. Grâce au corps, ouais, je pense, ouais. Alors, on a parlé de l'eau, on parle des éléments. Il y a le feu, qui est un élément très important dans votre vie, dans votre livre, Mathieu. Et d'ailleurs, vous parlez du capitalisme, là, pour le coup. Vous dites qu'il a volé le feu aux hommes pour que certains d'entre eux puissent devenir des dieux. Voilà, j'ai repris le mythe de Prométhée. Donc, Prométhée qui a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Et j'ai voulu proposer que, du coup, le capitalisme a volé le feu aux hommes pour que certains d'entre eux puissent devenir des dieux. Et je trouvais que devenir des dieux, quand je pense à Elon Musk, ça colle assez bien, en fait. Il y a quelque chose de démiurgique, il y a quelque chose de toute puissance et Elon Musk, quelque part, il se prend pour Zeus. C'est pas complètement faux, hein. C'est-à-dire, il y a quand même cette puissance démiurgique dans ces personnes-là. Et quelque part, je voulais ramener dans cette critique du capitalisme la question du mythe, quelque part, et sortir d'une lecture uniquement marxiste. Voilà. Je voulais essayer d'amener ce sujet du capitalisme pour des personnes qui ne sont pas dans une lecture de lutte des classes, mais faire sentir que c'était aussi quelque chose de démiurgique, cette puissance-là, et que ce que j'essaie de décrire, c'est que le capitalisme, c'est aussi une réduction des épaisseurs de temps. Voilà. C'est finalement, s'il y avait une thèse, peut-être, s'il faut tirer une thèse du livre, mais encore une fois, les thèses, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais peut-être la thèse du livre, c'est cette idée que le capitalisme est une réduction des épaisseurs de temps. Oui. Et qu'elle nous a réduits en tant qu'êtres humains à des clients ou à des consommateurs. Et ça dit bien ce que ça veut dire. Si on n'est plus que des clients et des consommateurs, c'est que le monde n'est plus qu'une marchandise ou une économie et que tout a été réduit à j'ai même pas envie de dire son plus strict nécessaire, parce que pour moi, le nécessaire est plus grand que ça, mais en tout cas à une dimension économique. Économique, vous parlez même de l'illettrisme du capitalisme, ouais. Parce que effectivement, en dressant ce tableau de toutes ces esquisses du temps, vous dites, vous Mathieu, que le capitalisme, en fait, il brise tout ça en ne réduisant l'homme qu'à l'homme économique. Donc il y a plus d'épaisseur à ce niveau-là. Il y a plus de temps. C'est-à-dire que c'est cette idée que le temps a plusieurs épaisseurs. C'est Bachelard qui propose ça, et que l'épaisseur, le temps de la prière, le temps des plantes, le temps de la vaisselle. Enfin, vraiment, on est entouré, le temps de la vieillesse. En fait, notre vie est pétrie d'une multitude d'épaisseurs de temps. Parfois, on accélère. Je veux dire, si j'ai un rendez-vous, je peux aller plus vite. Et c'est pas grave, on a le droit de temps en temps d'accélérer. Hein, je veux dire, il y a pas de problème avec ça. Hein. Mais petit à petit, toute cette densité du temps se réduit, ou tend à se réduire, parce qu'en fait, en vrai, elle ne se réduit pas. C'est ça qui est beau. C'est comme je vous disais, le monde nous attend, le monde est là. Hein. Et voilà, c'était cette proposition, voilà, de voir le capitalisme non pas comme simplement un système de rapport de force économique, mais comme une manière de réduire l'expérience du temps. En fait, vous dites, vous voulez qu'on redécouvre des feux qui proposent des rapports au monde, pas des rapports de force. Vous voulez que le feu redevienne une source de contemplation. Oui. Ça, c'est pas un petit peu trop perché, ça? Écoutez, en tout cas, j'ai un rapport très particulier à la bougie, pour être très, très prosaïque. C'est-à-dire, quand je prie, j'allume une bougie. Je trouve ça magnifique, en fait, la bougie, en fait. Et des fois, j'aime bien écrire aussi à l'allure de la bougie. Alors, bien sûr, en lisant comme ça, ça peut prêter à sourire. Il y a peut-être quelque chose d'excessivement peut-être romantique, mais je le vis pas comme quelque chose de romantique. Il y a un passage très beau dans le livre sur la bougie.
D'ailleurs, parce que vous partez de la grotte à la flamme, Oui. parce que vous avez vécu aussi dans une grotte, les auditeurs réécouteront l'année dernière pour mieux comprendre. Vous parlez de la flamme d'une bougie qui contient des mondes immenses, et vous dites aussi, ça j'ai trouvé ça très beau, combien de prières furent murmurées à l'oreille d'une bougie, de la bougie. Encore une fois, comme je vous disais, j'interroge la rivière et je lui demande si elle pense à moi. Eh ben, je vous garantis que je ne sais pas combien d'heures j'ai contemplé une bougie, enfin, en prière, je veux dire, combien de temps mon regard s'est posé sur une bougie, mais de longues heures, et il y a des milliers, voire des millions de personnes qui prient en regardant la flamme d'une bougie, et peut-être qu'il y a un petit esprit dans chaque flamme qui entend les prières, et qui a une oreille attentive. Voilà. On a parlé du feu, on y revient, on parle toujours du feu en parlant de la bougie, parce que vous avez ce développement assez inattendu, en parlant du carbone, des énergies fossiles. Vous dites, attention, ne brûlons pas la nuit des temps. Et en fait, vous prenez un respect des énergies fossiles et même une utilisation. Vous n'êtes pas partisan d'une décarbonation, je sais plus comment c'est ça qu'on dit, on dit comme ça. Là, c'est le moment un petit peu... peut-être provocateur, mais je ne crois pas que ça le soit. C'est encore une fois pour faire un pas de côté. Actuellement, on utilise le terme de transition énergétique et de décarbonation de l'énergie notamment pour continuer nos modes de vie tels qu'ils sont. En fait, on veut décarboner l'économie et l'énergie pour ne pas avoir à changer de rapport au monde. Concrètement, c'est ça qu'on propose. Alors, et si on y arrive à réduire nos émissions de CO2 sans changer notre rapport au monde, eh ben, ce monde-là, tout numérique, décarboné, personnellement, il me fait pas du tout envie. Parce que on sera encore plus loin de la matière. Elle sera encore plus loin de nous. Voilà. Et alors qu'au sens propre, je me suis dit, dans cette idée que le monde, c'est du temps, pour le coup, de manière très prosaïque, les énergies fossiles, c'est des millions et des millions d'années de sédimentation de matière organique notamment, qui s'est décomposée, qui a fini par former ce qu'on appelle le pétrole, les énergies fossiles, que ce soit le gaz et autres. C'est très concret. Donc c'est la nuit des temps qui constitue... c'est aussi parce que c'est profondément dans la Terre, parce que vous dites, elles sont chargées d'une mémoire qui nous dépasse. Oui. Alors voilà, ces énergies fossiles. Je voulais essayer, alors ça paraît un peu, vraiment, pour le coup, un peu fou, de rendre sacrées ces énergies-là, plutôt que de les dévoyer quelque part. Donc c'est notre usage qui est mauvais, et parce qu'on les utilise pour... on brûle du temps, en fait, quand on brûle les énergies fossiles. Au sens propre, pour moi, on brûle du temps. On brûle du temps, donc c'est ce que je dis, pour accélérer nos existences. Et d'ailleurs, vous posez cette question à ce moment-là dans le livre, c'est quand nous aurons jeté toutes les épaisseurs du temps dans l'atmosphère, que nous arrivera-t-il? Et alors c'est justement la question que vous posez à un moment dans le livre qui même était venue avant d'arriver à ce passage-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme s'éloigne tant de la nature? Et à quel moment le progrès est-il devenu un ogre? Et là, vous l'avez déjà, vous en avez un petit peu parlé, vous pointez du doigt quand même cette ère numérique dans laquelle nous sommes, et vous dites, on va peut-être essayer de laisser passer l'orage numérique. Voilà. C'est mon côté un petit peu en retrait du monde, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, je mène pas de bataille contre le numérique, mais j'ai cette intuition qui s'avérera vraie ou fausse, probablement que personne d'entre nous ne le sera, c'est dans un temps probablement plus long, mais que ça va passer. C'est un passage du livre qui est assez drôle, vous l'appelez une bifurcation, ouais. Où vous imaginez que le numérique s'est éteint, et qu'il va falloir du temps pour réparer les fissures et les douleurs immenses. Vous dites en même temps que les fibres et les réseaux sociaux se sont décomposés à une vitesse inimaginable, ça m'a fait rire. Et ce qui m'a fait sourire, Mathieu, en écoutant l'émission et en relisant le livre de l'année dernière, c'est que là, vous écriviez une lettre à vos enfants, en leur disant, voilà, le numérique, tu vas être obligé de te le coltiner. Voilà. C'était presque une fatalité, tandis que là, il s'est passé quelque chose en un an qui fait que vous commencez peut-être à espérer la fin du numérique, même si on la vivra peut-être pas nous-mêmes. Oui. Il s'est passé quelque chose. Oui, c'est vrai.
Voilà, bon, bah, on va dire que c'est la liberté des poètes que de s'autoriser à imaginer l'horizon, on va dire, à regarder l'horizon en tout cas. Et voilà, et je pense qu'il faut effectivement s'y coller. Mon gamin, là, il a 14 ans, enfin il a 13 ans, il est en 4e maintenant. Voilà, donc on avait dit qu'à partir de la 4e, il aurait un portable, donc ça y est. Voilà, on l'accompagne, mais... Alors que son père n'en a pas. Voilà, j'en ai pas. Mais en 4e, tout le monde dans sa classe en a un, déjà depuis 2 ans au moins. Donc on a dit, ok, 4e, ok. Donc on l'accompagne, c'est-à-dire que il faut essayer de vivre avec la réalité de ce monde sans en être prisonnier. Et moi, j'ai 42 ans, je suis maraîcher, je suis à un moment de ma vie où je peux me permettre de ne pas en avoir. Et j'en suis très heureux, mais pas pour faire la leçon, mais parce que j'aime bien encore me repérer, le nord, le sud, un peu à la boussole, quoi. Et pas avec le GPS. Donc le numérique, peut-être qu'un jour, il n'y en aura plus. Ah, j'en suis certain. Enfin, certain, c'est un peu péremptoire de dire ça. Alors, je sais pas si j'en suis certain, mais si je me laisse ce texte-là que vous appelez, que j'ai écrit Bifurcation, c'était très troublant. Ma compagne était à côté, j'ai été pris soudain d'une envie de pisser, mais je me suis levé comme ça, j'ai écrit sans réfléchir. Et c'est venu comme ça, sans réfléchir du tout. Et j'ai découvert, après avoir écrit, ce que j'avais écrit. J'ai pas compris ce que j'avais écrit en l'écrivant. Et ce texte reste toujours un peu pour moi assez énigmatique. Je comprends pas exactement tout ce que j'ai voulu dire. Mais il y a cette idée un peu que le temps nous guide comme une flamme et que le numérique s'éteint peu à peu et qu'on est amené à retrouver un rapport au monde, mais que en même temps on sait pas où se rendre, on sait pas où aller. Et il y a cette image, il y a ce repas dans cette maison là, très illuminée, très belle, avec cette table très richement garnie, mais auquel on n'arrive pas à avoir accès. Je ne sais pas ce que signifie exactement ce repas. C'est le texte, hein, c'est voilà, la bifurcation. C'est le texte. Je ne sais pas ce que ça signifie exactement. Ce que je sais, c'est un songe. C'est nous, on est dehors, on est en dehors, dans le froid, à l'extérieur, dans le monde. Ces personnes sont à l'intérieur, dans un certain confort. Mais finalement, nous, dehors, tout d'un coup, on lève les yeux et on voit les étoiles, la lune, le froid. Et finalement, le monde est avec nous, en fait. Et à ce moment-là, tout redevient possible. Quelques mots sur la prière, Mathieu. On en a parlé un petit peu déjà dans cette émission, même pas mal. Vous dites que vous vous réfugiez souvent dans la poésie et la prière dans les moments de désordre. Et au sujet de la prière, vous dites « La prière et la contemplation ne sont pas des replis, mais des ouvertures. » Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose de troublant. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai fait des retraites. Et en revenant dans la vie courante, j'avais toujours cette sensation de rechuter, on va dire, dans le monde. De retomber dans le monde, au sens propre. Et là, finalement, comme si la prière était une chambre dans le monde, mais une chambre quand même, ou une barque. Paraît-il qu'en hébreu, le mot teva signifie à la fois l'arche de Noé et le mot. Voilà. Je trouve que ça ouvre à beaucoup de poésie parce que je me réfugie dans la prière, mais aussi dans le mot au sens dans le langage. Et quelque part, ce langage est comme peut-être l'arche de Noé sur les flots pendant le déluge, qui ne sait pas vraiment où il va, qui ne voit pas encore à quel moment ça va se terminer, mais qui a rassemblé tout un tas de mots. Et ces mots, finalement, vont pouvoir repeupler la Terre. On arrive en termes de cette émission, Mathieu. J'essaie de pas trop dépasser l'heure. Vous parliez tout à l'heure de l'importance du son. J'aime beaucoup parce qu'on est en octobre et bientôt arrive le mois de novembre. Et vous dites qu'au mois de novembre, vous entendez les rayons du soleil tomber. C'est poétique, c'est une image, bien sûr, mais pas seulement. Pas seulement. C'est pas avec les oreilles, hein, mais il y a quand même un bruit de la lumière du soleil qui n'est pas la même quand elle est verticale au zénith l'été et quand elle a ce côté oblique, incliné. Et pour le coup, elle est réellement inclinée, hein,
à l'automne et l'hiver. Le soleil monte moins haut, donc la lumière, elle rase. C'est une réalité physique. Mais c'est comme si, en touchant la terre, cette lumière inclinée qui arrive sur le sol frappait moins fort les objets, comme une balle, si vous voulez. Elle frappait moins fort. Et en frappant moins fort, elle fait des sons avec des notes très singulières que n'a pas le côté boum de l'été très, très massu, très plombant. Ça, c'est le cœur chez vous, c'est cette poésie, Mathieu, qui est... Et d'ailleurs, vous rendez un hommage magnifique aux poètes dans votre livre, en fin d'ouvrage, aux poètes qui apparaissent d'ailleurs régulièrement dans ce livre. Il y a aussi un hommage à Christian Bobin, oui, avec qui vous aviez échangé il y a quelques années. Tout à fait. Et ça avait été important pour vous. On parle des poètes, et vous avez aussi cette très belle formule, vous dites que le langage poétique nous amène à frôler l'éternité. Oui. On a parlé d'éternité. Avec Kafka tout à l'heure. Tout à fait. C'était, effectivement, je tourne mon regard vers Kafka parce qu'effectivement, c'est pas du tout ce qu'on m'avait raconté sur Kafka, où on dit un univers kafkaïen, au sens une administration. Alors, j'ai pas encore lu ces livres, Le Château, etc., qui sont issus, faites ce que les gens connaissent de Kafka. Du coup, moi, je suis entré par la petite porte chez Kafka, c'est-à-dire par ses journaux. Mais moi, j'y vois quasiment un mystique juif, en fait, vraiment. Et un poète, alors. Et un poète. Et il a cette manière assez incroyable, voilà, encore. Avant de pénétrer dans le Saint des Saints, donc le Saint des Saints, c'est le lieu plus sacré du judaïsme, c'est le Kadosh Kadoshim, c'est là où il y a l'Arche d'Alliance, il te faut enlever tes chaussures. Mais pas seulement les chaussures. Il faut aussi te défaire de tout. Vêtements de voyage et bagages, avec en dessous la nudité, et avec tout ce qui est sous la nudité, et tout ce qui se cache dessous encore, et puis ensuite le noyau, et le noyau du noyau, puis tout ce qui reste, et ensuite le reste, et puis la lueur du feu qui jamais ne disparaît. Voilà, quand on a tout enlevé, il y a cette lueur du feu qui jamais ne disparaît. Kafka, poète. Voilà. C'est une découverte. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de densité, que vous êtes sidéré par la densité du rapport au monde des poètes, et c'est effectivement l'immense service qu'ils rendent à l'humanité. Deux petites choses, Mathieu, juste avant de se quitter, peut-être trois. D'abord, vous faire réagir à une des dernières phrases de ce livre que vous écrivez, que je trouve absolument magnifique, quand vous écrivez « Je ramasse les silences laissés par le temps ». Eh ben, c'est un peu comme ces lumières inclinées dont je parlais tout à l'heure. C'est comme si j'entendais les silences sous la forme d'un son. Voilà, je pourrais pas en dire beaucoup plus. Je pense aux auditeurs qui nous écoutent et qui se disent Mathieu, il a des dons, il est contemplatif, il est poète, il a ce contact avec la terre, il a de la chance. Mais nous, comment on peut faire ? Parce que vous dites, vous posez cette question, comment faire une expérience du temps qui redonne du poids au monde, du poids à ma vie ? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? En tout cas, déjà, je suis quand même aussi un lecteur de Nietzsche, donc j'ai lu Le Crépuscule des idoles, donc déjà, je pense qu'on est à un moment, et on s'en rend tous plus ou moins compte, où notre rapport au monde et à la spiritualité est de moins en moins personnifié dans des icônes, et que ces icônes, en tout cas, s'effritent de plus en plus. Ça, c'est bien ou pas bien ? C'est une réalité. Et je trouve ça bien quand les masques tombent, par exemple l'abbé Pierre. Je trouve ça important. Si c'est la réalité, il faut la regarder. Donc c'est ni bien ni mal, c'est par-delà bien et le mal. C'est tout. Je trouve que voilà, quand les masques tombent, c'est une bonne nouvelle. C'est jamais une mauvaise nouvelle. Même si c'est douloureux. Et j'ai oublié votre question, mais en tout cas sur... Non, l'auditeur, oui. Les auditeurs, en tout cas... Dans ce livre-là, il est question effectivement de vie paysanne, mais pas seulement, parce que dans un appartement parisien, pourquoi pas, qui sont souvent moins grands que les maisons de campagne, je veux dire, bien souvent à Paris, donc
on peut tout à fait faire l'expérience de cet espace qui ne désire pas s'étendre. Et je veux dire, les personnes qui habitent en appartement ne sont pas plus éloignées que moi, même quand je suis dans mon champ. Pour le coup, nous sommes dans le même monde, en fait. Donc, il n'y a pas nécessairement une hiérarchie, ni spirituelle, ni de valeur. Voilà, je ne dis pas dans ce livre « Devenons tous paysans », même si on a besoin de bras, mais c'est encore une fois cette idée que l'expérience du temps est vraiment très démocratique. Et ça pose la question éventuellement de l'intention et de... Alors voilà, effectivement la question que je peux me poser, c'est pourquoi depuis l'adolescence j'ai ressenti ce manque et ce besoin à cet endroit-là d'une expérience spirituelle et du temps qui m'a amené à écrire ce livre aujourd'hui. Bon, on peut se demander pourquoi, j'ai pas forcément la réponse, mais en tout cas ce n'est pas du tout exclusif. Quel est le prochain projet d'écriture ? Je continue à écrire de la poésie, mais je ne la publie pas. C'est vraiment l'écriture poétique, c'est l'écriture que j'écris depuis que je suis ado. Donc les cahiers de poésie s'amassent dans un coffre, dans ma chambre. Peut-être qu'à ma mort, quelqu'un les ouvrira s'ils arrivent à me relire. Parce que c'est assez illisible. C'est à la main ? Ouais, c'est à la main. C'est assez illisible, barré, repris, je cherche le mot juste. Donc ça, l'écriture continue. Et ça aussi, le fait d'avoir publié ce livre, ça m'a fait prendre conscience de ça. Que l'acte d'écriture était plein en soi. Et que parfois, il pouvait se traduire par un livre, et parfois non. Mais que le bonheur d'écrire était toujours là. Voilà. Le bonheur d'écrire et de lire aussi pour tous les auditeurs qui pourront se transformer en lecteurs, sortir de l'accélération chez Nouvelle Cité. Le lien avec... Je tiens à le préciser pour notamment les auditeurs sur YouTube qui sont nombreux et qui ne savent pas qu'il y a un descriptif, toujours un texte qui donne le plus d'informations possible sur l'invité et donc qui trouve aussi des liens, le lien notamment pour découvrir le livre. Mathieu, merci infiniment pour cette nouvelle participation. À bientôt. À bientôt peut-être. Merci chers auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode.